Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici une fois encore dans la chronique des Grands Lacs avec comme invité Hervé Chesville, notre ami corse qui vous a habitué à ses analyses tellement précises, tellement percutantes sur la situation des pays des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous parlerons du rapport du clerc, le rapport du clerc sur le rôle de la France au Rwanda entre 90 et 94. Hervé Chesville, bonjour. Bonjour à vous-même et à tous les amis qui nous écoutent. Bonjour depuis la Corse. Le décor est planté. Le thème porte sur le rôle de la France tel que décrit dans le rapport du clerc, ou en tout cas tel qu'ont été présentées les choses à travers les analyses des experts, entre guillemets, sur les différentes télévisions. Et surtout, le débat d'hier soir sur France 24. Est-ce que vous avez suivi ces débats? Est-ce que vous avez pu vous faire une idée des forces et des faiblesses de ces débats et du rapport du clerc lui-même? J'ai suivi le débat de France 24 hier soir avec la plus grande attention et je dois dire avec le plus grand effarement. Car en fait, de débat, il n'avait que le nom, puisqu'il n'y a pas eu de débat. Il y a eu au total 3 invités qui sont intervenus durant ce débat. Il y a eu un historien qui qui n'a pas caché son opinion quant à ce qu'il s'est passé selon lui au Rwanda et dans la région des Grands Lacs durant ces années-là, et qui est allé jusqu'à supplier, il l'a dit, supplier Emmanuel Macron de demander pardon. Il y avait un journaliste de France 24 que je connais bien et que j'apprécie par ailleurs dans d'autres domaines, qui a balayé d'un revers de la main, je ne me souviens plus de ses mots exacts, je crois qu'il a parlé de la théorie du double génocide, en qualifiant presque de baliverne la mention des massacres commis par d'autres que par les Interamwe, que ce soit au Rwanda ou au Congo. J'ai trouvé que la manière dont il a évoqué ça, c'était presque méprisant envers les familles de ces centaines de milliers de morts. Nous ne parlons pas je sais bien que dans toutes les guerres, il y a des morts, mais là, nous ne parlons pas de morts militaires, de morts inévitables dues à la guerre. Nous parlons de massacres délibérés. Je utiliserais presque le terme de planifié, puisque une campagne militaire, c'est planifié normalement. Je parle là de ce qui s'est passé tant au Rwanda pendant l'avance de l'armée du FPR que ce qui s'est passé ensuite à partir de 1996 au Congo. On a eu là une série de massacres délibérés dont ont été victimes des centaines de milliers de personnes. Alors maintenant, nous pouvons gloser, avoir des désaccords sur le terme de génocide ou pas. Faut-il utiliser ce terme? Je rappellerai simplement que le terme de génocide a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, le terme de génocide était inconnu. Alors aujourd'hui, il semble qu'il y ait des experts génocide qui soient capables de décerner l'étiquette génocide à telle catégorie d'épouvantables massacres et pas à telle autre. Moi, personnellement, je ne me considère pas comme un expert génocide. Je n'ai pas cette prétention et je n'ai aucune autorité pour dire, bon, les massacres de masse dont ont été victimes les Tutsis principalement pendant les 100 jours d'avril à juillet 1994
sont un génocide. Les massacres de masse dont ont été victimes les autres Rwandais, quelle que soit leur appartenance ethnique, qu'ils aient été Hutus, Tutsis également, ou Twa ou autres, parce qu'il y avait aussi des étrangers qui ont été victimes de ces massacres. Doit-on les considérer comme un génocide ou pas? De même pour ce qui s'est passé au Congo. Là, nous avons des victimes qui étaient majoritairement, je pense, des Hutus rwandais, mais également Hutus congolais, et d'autres Congolais appartenant à d'autres groupes ethniques. Alors, doit-on qualifier... Les réfugiés Hutus burundais, en masse. Bon. Et burundais, bien sûr, oui, bien sûr. Doit-on considérer cela comme un génocide ou pas? Bon, il semblerait bien qu'ils ont été massacrés parce qu'ils étaient Hutus et donc suspectés d'être des Interamwe ou d'être des génocidaires, et que c'est en tout cas le prétexte utilisé pour les massacrer. Ils ont donc été massacrés en tant que Hutus. Et de ce seul fait, ça pourrait amener une discussion pour savoir s'il s'agit bien d'un génocide. Mais encore une fois, je n'ai pas autorité, je ne suis pas un expert pour dire, voilà, tel événement est un génocide, tel autre ne l'est pas. Mais malgré tout, nous parlons là de la mort de centaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, de bébés. Je trouve ça très méprisant de la part de ce journaliste de France 24 de balayer tous ces morts pour disqualifier les thèses que nous avançons. Quand je dis nous, eh bien, ça comprend tous ceux, depuis Perpéan, Judy River, Charles Onana et d'autres, le professeur Etienne et d'autres, qui ont affirmé que dans cette immense tragédie, il y a eu deux sortes de bourreaux et, si je puis dire, deux sortes de victimes également. Ce n'est pas faire injure aux uns que de parler des autres. Ou ce n'est pas, pour reprendre les mots tristement célèbres de Dominique Sopo d'Amnesty International, de SOS Racisme, évoquer le sang des Tutsis, évoquer le sang des Hutus, c'est salir le sang des Tutsis. Je crois qu'il avait dit quelque chose comme ça. C'est absolument abominable comme expression, abominable, surtout de la part de quelqu'un qui dirige SOS Racisme. Il n'y a rien de plus raciste qu'une telle déclaration, qui m'avait à l'époque scandalisé. Et enfin, la troisième invitée de cette émission, elle l'était par téléphone. Alors celle-ci, j'avoue qu'elle m'a sidéré. Députée de Seine-Maritime, donc députée française, incapable de construire une phrase, qui a répété en boucle les mêmes arguments, qu'elle est allée 2 fois au Rwanda, où elle a été reçue, où ils ont été reçus, je ne sais pas qui recouvrait les îles, ils ont été reçus comme des rois, qu'on les a invités à s'asseoir à la table présidentielle, je ne sais quoi encore, que j'ai trouvé ça tellement creux, tellement vide. Et ce qui m'a effaré en plus, c'est la manière avec laquelle, avec la plus grande impolitesse, la plus grande discourtoisie, elle a pris à partie ce malheureux historien qui pourtant allait dans le même sens qu'elle, au sujet du rapport, tout simplement parce qu'apparemment, elle n'avait pas compris de quel rapport on parlait. Alors cette dame qui, semblerait-il, est présidente du groupe d'amitié France-Rwanda, ne semblait même pas au courant que les autorités rwandaises étaient sur le point de publier un rapport sur le rôle de la France au Rwanda pendant ces événements. Elle semblait même pas au courant parce qu'elle a mal compris visiblement et elle s'en est prise avec une violence, je dirais même avec une vulgarité incroyable, inqualifiable pour une députée à cet historien. Et son ami, l'autre historien dont vous parlez, je suppose que vous parlez de M. Audouin. Oui, j'ai oublié son nom, hein, j'avoue, il a un nom composé, j'ai oublié son nom. C'est celui dont... En retour, il l'a traité d'idiote utile de la Macronie, parlant d'elle. Il a traité la députée
d'idiotes Il est vrai, de la il est Macronie. vrai que c'est une députée du parti présidentiel La République en marche. Tout à fait. Et il faut se rappeler dans quelles circonstances les élections législatives ont eu lieu, les dernières élections législatives ont eu lieu, c'était en 2017. Je crois que n'importe qui se réclamant d'Emmanuel Macron aurait pu être élu député à l'époque. C'est ce qui s'est passé. Oui. Donc, dans cette masse de députés macroniens, il y a des gens de qualité, des gens valables, j'en connais. Et puis alors, il y a des gens comme cette dame qui ne sait pas parler, qui ne sait pas se conduire et qui semble totalement ignorante de l'histoire de la tragédie rwandaise et du problème dont on parle, c'est-à-dire de ce qui s'est passé au Rwanda. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas d'accord avec elle. C'est pas une Hervé question de. Chazeville, Oui, Hervé Chazeville, oui. excusez-moi, mais je pense qu'elle est dans la logique de la mission même qui l'a conduite au Rwanda, parce que vous savez, elle n'a pas été désignée pour rien. C'est une Africaine et elle revendique d'ailleurs, on dirait que c'est une députée du Sénégal ou de je ne sais quel pays. Absolument, absolument. Et elle parle, elle fait souvent référence à Hervé Berville, comme si c'était Oui. une licence pour dire n'importe quoi sur le Rwanda, parce qu'Hervé Berville est d'origine rwandaise. Et ensuite, elle est là pour justement renouer les relations entre la France et le Rwanda. Certainement, elle a été missionnée pour cela. Donc, elle se croit tout permis. Comment dirais-je, je n'ai pas mis en doute ses qualités de Non, députée j'ai dit que parce c'est qu'elle est peut-être ça. africaine, hein, je précise Peut-être bien ça. ça. C'est peut-être La ça France, l'aveuglement. L'aveuglement, ça la peut être France, ça aussi. la France a malgré tout ce que certains peuvent dire de ce pays, paraît-il raciste, ce n'est pas d'hier que la France a des élus d'origine antillaise ou africaine. Je rappellerai le rôle illustre de Félix Eboué, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on n'a pas attendu ces jeunes gens, parce que ce sont des jeunes gens, hein, pour donner un autre visage, un visage, comment dirais-je, puis-je dire multiracial? Est-ce que c'est encore autorisé d'utiliser le mot multiracial? Un visage donc multiracial de la France. Et il y a certainement beaucoup d'élus d'origine africaine ou antillaise qui font honneur au mandat qui est le leur. Donc, je ne la juge pas du tout à cause de ses origines. Mais effectivement, comme vous, j'ai été choqué du fait qu'au lieu de se revendiquer comme représentante du peuple normand, je dirais, puisqu'elle est élue de Seine-Maritime, elle se présente comme, elle a revendiqué ses origines africaines, sénégalaises. Est-ce que le fait d'être d'origine africaine, d'être d'origine sénégalaise, vous donne nécessairement la qualification pour parler du Rwanda? Je ne le pense pas. Moi qui ai vécu 24 ans en Afrique, dans des pays très différents, je dois dire que de la même manière qu'on ne peut pas comparer qu'un Norvégien ne peut pas s'improviser spécialiste du Portugal, bien qu'européen également, un ressortissant du Sénégal ne peut pas s'improviser spécialiste du Rwanda. Alors, revenons au débat d'hier soir. Moi, je pense qu'elle a été effectivement lamentable, parce que d'abord, il n'y a pas d'autre mot. Elle ne respectait pas les autres invités. Ici, je veux préciser une chose, hein, puisque je ne l'ai pas encore dit. Moi, personnellement, j'étais invité à ce débat. J'ai eu un échange de moins 6 messages échangés sur les aspects techniques, sur l'heure de rendez-vous, pour tester l'utilisation de l'application de communication. J'ai parlé avec le service de France 24. Tout était prêt. Et à la dernière minute, lorsqu'ils m'ont demandé sous quel titre ils allaient me présenter, bien sûr, il y avait mes titres habituels,
Et ils ont ajouté, est-ce que nous devons dire que vous êtes membre de l'association Ibuka? Ibuka, c'est l'association Mémoire du génocide des Tutsis. Je leur ai dit que je n'étais pas membre de cette association, mais que mon association, c'était justement Ibuka BOC, c'est-à-dire Mémoire et Justice pour tous. 5 minutes après, ils m'ont rappelé, ils m'ont envoyé un message en disant « Nous sommes désolés, nous voulions Ibuka ». Ça veut dire Ibuka BOC, la mémoire pour tous, chez nous, c'est interdit. Je remarque que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive d'ailleurs avec cette chaîne, sauf que la dernière fois, j'ai dû exiger des explications et j'ai quand même été retenu et invité dans les studios même. Donc les téléspectateurs doivent savoir que hier soir, il était prévu que je fasse la réplique, que j'apporte la contradiction ou que je complète mes amis invités. Mais lorsqu'ils ont su que c'était moi et que j'avais d'autres idées que les deux autres invités et la madame la députée se sont dit il vaut mieux rester dans la logique dominante. Voilà comment j'ai été écarté de ce débat. Non pas que j'insiste pour y participer, là nous sommes en train d'en parler, après tout, nous avons nos médias à travers lesquels nous pouvons parler, mais ça montre quand même, ça montre que France 24 étant une chaîne publique appartenant à la même, au même réseau que Radio France Internationale, il s'agit donc d'une ligne politique prescrite par le gouvernement, c'est sûr. On censure une partie de ceux qui peuvent dire des choses, ceux qui peuvent dire certaines vérités sur le Rwanda que peut-être le gouvernement ne veut pas entendre aujourd'hui, ou une certaine opinion. J'espère que ce n'est pas le gouvernement qui a instruit qu'on m'écarte de cette émission. J'espère bien. France 24 n'en est pas malheureusement à son coup d'essai. Moi-même, j'avais écrit un article il y a quelques années, ça remonte à presque 10 ans, je pense, à la suite d'une interview donnée par Paul Kagame à, de mémoire, Perelman, je crois qu'il s'appelle, le journaliste de France 24, qui était allé au Rwanda pour interviewer le président. Et moi, j'avais qualifié cette interview de complaisance. Il n'y avait aucune question qui fâche. On aurait dit que Paul Kagame avait eu la liste des questions à l'avance et qu'il avait lui-même écarté peut-être les questions qu'il ne fallait pas poser. Et c'était donc une interview qui allait dans un seul sens, sans aucune question un peu critique ou un peu sur les aspects comment dirais-je, discutables du bilan de Paul Kagame. Et moi, j'avais été scandalisé à l'époque. Donc, je ne suis pas complètement surpris par le débat d'hier. Et personnellement, ce n'est pas pour vous flatter. Je pense que s'il y a une personne qu'il faudrait inviter, qu'il aurait fallu inviter, c'était bien vous. Vous devriez être sur tous les plateaux de télévision en ce moment, puisque vous occupiez un poste clé au moment des événements dont il est question, à savoir le génocide. Vous étiez ambassadeur à Paris. Donc, vous connaissiez le côté, comment dirais-je, gouvernemental rwandais de l'époque et vous connaissiez également le côté gouvernemental français. Donc, vous êtes, comment dirais-je, une encyclopédie de ces événements tragiques dont nous parlons, parce que vous connaissez les échanges qu'il y a eu entre les deux parties. Donc, quand on veut parler du rôle de la France au Rwanda à cette époque, eh bien, je pense que vous êtes une personne de ressources incontournable. Vous savez, vous dites si bien, d'autant que, en fait, j'étais en France depuis octobre 90, dès le début de la guerre. J'étais l'interlocuteur numéro 1 du gouvernement français en ce qui concerne son intervention au Rwanda, intervention militaire, diplomatique et autres. Donc, les archives dont on parle, j'imagine que je les ai, même si la commission du clerc elle-même a refusé que je participe. C'est là que j'ai compris que leur mission était de trouver quelque chose qui ne tienne pas compte de toute la vérité. Et je ne me suis pas trompé, en fait. Le résultat, c'est que
on dit que la France a commis des erreurs. Là, je ne peux pas discuter d'erreur ou pas d'erreur, hein. C'est le gouvernement français qui est le mieux indiqué pour étaler ses faiblesses et ses erreurs. Et moi, personnellement, lorsque je les mets à l'aune des us et coutumes et des règles diplomatiques, des lois internationales, je trouve que la France n'a pas commis d'erreur, hein. Elle est intervenue au Rwanda avec lequel elle avait un accord de défense. Elle est intervenue au Rwanda à la demande de ce pays. La France n'a pas envahi le Rwanda. La France s'est retirée à l'heure, comme elle l'avait promis, comme les parties belligérantes lui avaient demandé. Elle est partie. Ses troupes sont parties du Rwanda. Si aujourd'hui on parle d'erreur ou de complicité qui concerne le Rwanda, que dira-t-on demain de la politique française au Tchad, au Mali, au Sénégal, à Djibouti, au Bénin, au Burundi et ailleurs? C'est là que se trouve en fait le piège. On veut obliger le gouvernement français à se dédire, à se nier, à dénier au peuple français le droit d'entretenir des relations normales avec d'autres peuples du monde. Que la France sente la honte chaque fois qu'on lui dira, eh bien, vous avez aidé tel peuple dans telle circonstance, vous êtes intervenu au Tchad pour, disons, mettre fin à l'attaque libyenne dans les années 86-87. Vous êtes intervenu aujourd'hui au Mali. La France est au Mali après tout. Vous êtes intervenu en Côte d'Ivoire. Il y a un procès qui se passe, qui déroule en France, justement sur des incidents qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, hein, entre les troupes françaises et et l'armée ivoirienne. Finalement, où est-ce que ça finira? Si la France doit chaque fois faire la culpe, la repentance devient la règle dans la diplomatie française. Chaque fois qu'il y a des pressions extérieures, même quand elles ne sont pas tout à fait justifiées, la France dira oui, pardon, et elle se mettra à genoux. Je ne suis pas à la place des gouvernements français pour savoir ce qu'elle doit faire, mais je trouve que ce n'est plus le niveau de la France que le monde a connu, un pays membre du Conseil de sécurité. Et lorsque la France parle d'erreurs d'appréciation, s'agissant notamment de ce qu'elle aurait dû faire pendant le génocide, là je me dis, mais il y a quelqu'un quelque part qui est tombé sur la tête. Pendant la même période qu'elle a été des autres. Oui. Voilà. D'ailleurs, je vais vous laisser en parler parce qu'il y avait aussi la communauté internationale ne s'arrêtait pas qu'à la France, hein. Il y avait les États-Unis et les autres pays. Contrairement à vous, je pense que tous ceux qui ont joué un rôle dans cette tragédie ont commis certaines erreurs. Et la France ne fait pas exception. Il y a eu des erreurs de tous les côtés. Des erreurs plus ou moins graves, des erreurs plus ou moins importantes, des erreurs qui ont eu des conséquences plus ou moins lourdes. Et dans mon livre Rwanda, 25 années de mensonges, dans ma conclusion, j'aborde justement ce sujet. Et pendant que je vous écoutais parler, je suis retourné à la page 189 de mon livre, où je rappelle, je fais la liste des responsabilités et où je rappelle une évidence, bien sûr, que le génocide fut avant tout un génocide rwandais, commis par des Rwandais contre d'autres Rwandais. Les responsabilités premières de ce drame, aux proportions gigantesques, sont donc à rechercher au Rwanda même. Et quand je dis Rwandais, ça englobe naturellement tout le monde. Ceci étant posé, je fais ensuite la liste des responsabilités extérieures. Alors, parmi les responsabilités extérieures, je mentionne en premier lieu la Belgique, qui porte une lourde responsabilité historique sur ce qui s'est passé à cette époque, ces années 90, qui ne peut pas être pris isolément de tout ce qui s'est passé avant, depuis donc la période du mandat belge jusqu'à l'indépendance et jusqu'à après l'indépendance.
Second responsable extérieur que j'évoque dans ma conclusion, le président Yoweri Museveni, qui a laissé ses compagnons d'armes attaquer le Rwanda le 1er octobre 1990, qui a ensuite soutenu en toute illégalité cette rébellion à travers la frontière ougandaise, qui a laissé cette armée rebelle avoir des bases en Ouganda, qui a laissé les armes circuler à travers la frontière ougandaise vers les zones contrôlées par le FPR, alors même que de l'autre côté, le gouvernement de Kigali de l'époque était soumis à un embargo sur les armes. Autre responsabilité, celle des États-Unis. Entre avril et juin, Washington s'est opposé à l'envoi de casques bleus supplémentaires au Rwanda et a même poussé le Conseil de sécurité à prendre la désastreuse décision de réduire drastiquement la taille du contingent onusien présent sur le terrain. Ça, c'est une décision monstrueuse de la part des États-Unis, parce que le contingent des Nations Unies en place le 6 avril 1994 avait les moyens en équipement, en armement, de mettre fin immédiatement au massacre, sans parler de génocide, parce que les premiers massacres n'avaient pas encore pris une dimension génocidaire. Mais si dès le 7 avril, 8 avril, 9 avril, 10 avril, les forces de l'ONU présentes sur le terrain avaient eu l'autorisation de s'interposer, de désarmer, éventuellement d'ouvrir le feu contre les massacreurs, et permettez-moi de vous dire qu'il n'y aurait pas eu de génocide. Nous ne serions pas en train de parler aujourd'hui du génocide. Il n'y aurait pas eu de génocide. D'autres pays étrangers ont également joué un rôle néfaste. On reste un peu sur les États-Unis, Hervé. Oui. Il faut savoir que non seulement les États-Unis se sont opposés justement à l'augmentation du nombre des troupes de la MINUSMA, puisque c'est d'elles qu'il s'agit, mais les États-Unis se sont opposés aussi à l'envoi d'autres troupes pour assister au titre du chapitre 7. Et la raison, c'était que pour les États-Unis, il n'y avait pas de génocide au Rwanda. Et ça, ils ont gardé cette position jusqu'à la fin. Mais on ne leur reproche pas ça. Et d'ailleurs, Alain Juppé le rappelait dans sa tribune, qui fait tant de bruit en ce moment, que c'est lui le premier, et je le rappelle dans ce livre également, c'est lui le premier qui a utilisé le terme de génocide pour qualifier les événements. Sur la scène internationale, oui. Voilà. Nous, les Rwandais, on le disait déjà. Alors, maintenant, la France. Mais bien sûr que la France a également commis des erreurs. Erreurs d'analyse, erreurs comment dirais-je, d'appréciation des rapports de force, sous-estimation des velléités génocidaires de certains éléments de la vie politique rwandaise de l'époque. Je pense que oui, mais la France, qu'est-ce que c'est? C'est pas un monolithe, la France. Les rapports qui étaient expédiés par des gens qui avaient leur propre regard, et certains ont pu effectivement envoyer des rapports peut-être biaisés, je n'en sais rien, hein, je ne sais pas comment ça s'est passé. Certains, au niveau de l'Élysée ou des affaires étrangères, ont pu également faire une mauvaise lecture de ce qui était en train de se passer. C'est possible, je n'en ai pas la certitude, mais c'est possible. Donc, je n'écarte pas du tout la possibilité d'erreurs de ce genre-là. Mais effectivement, il y a une erreur évoquée par Alain Juppé dans sa tribune, qui est une erreur dramatique, celle de n'avoir évacué que les ressortissants français ou européens, je pense, au lendemain de l'attentat contre l'avion. Et d'avoir laissé, d'avoir abandonné. Alain Juppé a le droit de reconnaître cette erreur, mais oui. Qu'est-ce que la France pouvait faire d'autre? Puisqu'il était mandaté pour ça. Les pays européens ont demandé d'aller retirer les
les ressortissants européens. Là aussi, Bon, je me rappelle, après, je me souviens, on peut accepter toutes les erreurs ou fautes, je ne sais pas, mais en ce moment-là, ils allaient évacuer quels Rwandais et laisser quels autres? je me souviens quand j'étais à Kigali, on m'avait parlé de ces employés de l'ambassade de France à, à Kigali, ces employés locaux, qui ont été laissés sur place alors que le personnel français était évacué et qui auraient ensuite été massacrés. Bon, je ne connais pas les détails de l'histoire, mais si cela est Il y a vrai, un employé de l'ambassade de France qui s'appelle Charles, que je connaissais très bien, effectivement, qui a été laissé derrière pour veiller sur l'ambassade. Mais on ne savait pas que, j'imagine qu'ils ne savaient pas que tout allait se passer comme ça s'est passé. mais bien sûr, l'erreur fondamentale que font, à dessein ou pas Il n'est d'ailleurs, pas mort, celui-là, tous il n'a les... pas été massacré. Hein. Charles Oui. est vivant, il n'a pas été massacré. Ah bon, très bien. Ils l'ont mis en lieu sûr. Et l'erreur fondamentale que font tous les soi-disant experts de la question rwandaise, c'est de juger les décisions prises, par exemple, je ne sais pas moi, le 7 avril 1994, en fonction de leur connaissance de ce qui s'est passé après. Exact. Le 7 avril, personne ne pouvait imaginer qu'un génocide de cette amplitude allait se produire. Donc, il est facile de dire que telle personnalité politique a pris une décision criminelle, par exemple, en refusant d'embarquer telle ou telle personnalité rwandaise qui ensuite a été massacrée. C'est facile de le dire une fois qu'on sait qu'elle a été massacrée. Mais lorsque la décision a été prise le 7 avril 1994, qui aurait pu imaginer les horreurs qui étaient sur le point de se produire? Donc, c'est trop facile de juger a posteriori avec les connaissances que l'on a aujourd'hui du déroulement ultérieur des événements. Alors, revenons un peu sur l'article sur Alain Juppé qui est paru dans Le Monde. Hein. Est-ce que vous pourriez en parler à nos auditeurs, puisque tout le monde n'a pas la chance d'avoir un abonnement pour ce genre d'article? Moi, j'ai pas d'abonnement. Si j'ai pas d'abonnement parce que on est tous, enfin moi en particulier, submergés par des tonnes de choses à lire tous les jours. Mais donc j'ai renoncé à prendre des abonnements, mais par des amis bien placés, j'ai réussi à obtenir le contenu de la tribune que j'ai lu de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. J'ai pas été choqué. Alain Juppé fait la coulpe, effectivement, comme on tente de le dire. Non. Je pense que là encore, tous ceux qui ont commenté, sans lire le contenu de cette tribune, tous ceux qui ont commenté cette tribune depuis hier ont fait une interprétation fallacieuse de cette tribune. Moi, personnellement, j'ai lu la tribune d'Alain Juppé, je n'ai pas été choqué par son contenu. Et de mon point de vue, elle ne constitue pas un virage spectaculaire dans la position et encore moins un retournement de la part d'Alain Juppé. Alain Juppé a fait allusion aux événements dont je viens de parler, à savoir le fait que on a laissé tomber les Rwandais au lendemain de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, les vouant une mort certaine. Et je pense qu'il a effectivement raison. Il aurait été souhaitable que la France, à ce moment-là, au lieu de choisir l'évacuation, choisisse d'intervenir, même si cela avait été en son nom propre, d'envoyer quelques troupes, même si ça avait été condamné par le Conseil de sécurité. Je pense que la France, qui se prétend une grande nation, aurait dû se montrer à la hauteur des événements, mais encore une fois, elle ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer, mais elle aurait pu déployer des troupes pour mettre fin au massacre. Quand j'ai dit tout à l'heure que les Nations Unies avaient la capacité humaine et matérielle de mettre fin au massacre, qui à l'époque, rappelons-le, était circonscrit à Kigali. Nous ne parlons pas de massacres à l'échelle du pays. Ce n'est qu'après que ces massacres se sont étendus
au reste du pays. Donc, si on était intervenu dès les premiers jours, que ce soit la France, que ce soit les Nations Unies ou autres, peut-être que ce génocide aurait pu être évité. Donc, je peux comprendre le regret d'Alain Juppé, d'autant qu'Alain Juppé est un gaulliste et que les gaullistes ont, comment dirais-je, le culte de la France grande nation, de la France qui joue un rôle de superpuissance. Donc, je peux très bien comprendre le malaise et je dirais pas la mauvaise conscience, mais oui, peut-être un peu de mauvaise conscience dans la mesure où Alain Juppé était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Peut-être regrette-t-il de ne pas être allé trouver Mitterrand pour lui dire, bon, allez, il est en train de se passer quelque chose d'horrible, allons-y. Peut-être qu'il a ce genre de regret, Alain Juppé, et je peux le comprendre, j'aurais les mêmes à sa place. Quand on sait, encore une fois, ce qui s'est passé par la suite. On ne peut qu'avoir des regrets sur ce qui n'a pas été fait. Donc oui. C'est vrai, mais ce n'est pas par la faute de la France. Il faut que les gens le sachent. Je vais vous dire. Mais bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le génocide rwandais a été commis par des Rwandais. Personne n'a, aucun responsable français, américain ou autre n'est allé souffler à l'oreille des futurs criminels de guerre qu'il fallait commettre un génocide. Le génocide est parti du Rwanda, il n'a pas été conçu à l'étranger. Vous avez raison. Aujourd'hui, j'ai vu un article qui est paru dans le journal rwandais Igihe. C'est un journal proche du régime rwandais de Paul Kagame. Eh bien, cet article fait mention ou parle d'une demande envoyée par les rescapés Tutsis de France, ceux qui sont en France aujourd'hui, qui auraient écrit une lettre au président Macron en l'enjoignant de demander pardon aux victimes Tutsis et aux rescapés Tutsis vivant en France et donc ceux vivant au Rwanda aussi. Ça, c'est une étape supérieure. C'est une des conséquences de ce rapport du clerc. Est-ce que vous pensez que ce rapport va laisser des traces, outre la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, outre l'amélioration des bonnes relations entre le président Macron et le président Kagame, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Kagame l'a dit, Macron l'a dit. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir d'autres implications dans la... Permettez-moi tout d'abord de donner un conseil à ces ressortissants rwandais d'origine Tutsi ou ressortissants français d'origine rwandaise qui ont signé cette lettre que je n'ai pas encore lue, adressée au président Macron. Permettez-moi de leur donner un conseil. Ils devraient exiger que le FPR leur demande pardon, puisque c'est le FPR qui a refusé aux Nations Unies et ailleurs, qui a refusé toute idée d'envoi de troupes étrangères pour mettre fin au génocide. Si le FPR n'avait pas eu cette position allant jusqu'à dire qu'ils ouvriraient le feu contre toute tentative d'intervention étrangère, là encore, peut-être que les choses auraient évolué différemment. Peut-être que cette tragédie aurait pris fin plus rapidement. C'est la position intransigeante du FPR à l'égard d'une possible intervention étrangère qui a compliqué les choses et qui a aggravé considérablement le nombre, la situation et augmenté le nombre de victimes, malheureusement. Donc, demandons d'abord au FPR de demander pardon aux victimes, en premier lieu. Voilà la parenthèse que je... En général, c'est une très très bonne observation parce qu'en fait, lorsqu'on demande à la France de faire la repentance, parce que la France n'est pas intervenue plus tôt, écoutez, moi, ça me laisse vraiment rêveur parce que dès le déclenchement du génocide, c'est vrai que je suis allé à plusieurs reprises voir les autorités françaises. Dans ma naïveté, je me disais, si la France intervient et neutralise la capitale,
c'est ce que je leur demandais de faire en fait. Je me disais que ce faisant, le calme reviendrait dans la capitale et le génocide s'arrêterait. Et alors, les deux belligérants reviendraient autour de la table pour discuter des accords d'Arusha. Ça, j'ai porté ce message d'initiative personnelle, mais aussi à la demande des forces armées rwandaises. Lorsque surtout le général Gatsinzi Marcel était le chef d'état-major, on m'a supplié de porter ce message au gouvernement français. Je l'ai fait. La réponse de la France a été qu'ils ne peuvent rien faire du moment que le génocide ne s'arrêtait pas. Et surtout, me disait-on, parce que le FPR leur est hostile et que le FPR s'oppose à toute initiative de la France dans ce qui se passait au Rwanda, y compris aux Nations Unies. Donc, effectivement, comme vous le dites, s'il y a quelqu'un qui devrait demander pardon à nos parents Tutsis qui ont été tués comme des animaux pendant cette période, c'est le président Kagame actuel, qui était chef de la rébellion du FPR, qui s'est opposé, mais alors, de manière radicale, à toute intervention, d'abord à l'augmentation du nombre des troupes de la MINUAR, la mission d'assistance au Rwanda, qui était déjà présente. Il a menacé la France en particulier en disant que si la France intervenait au Rwanda, qu'elle serait traitée comme une puissance ennemie. Absolument. Et aux Nations Unies, les délégués du FPR répétaient ce discours matin, midi, soir pour décourager les Nations Unies d'envoyer d'autres troupes. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette attitude négative et combien arrogante d'ailleurs à l'époque, cynique, eh bien, s'il n'y avait pas eu cette attitude du Front patriotique rwandais de Paul Kagame pour faire en sorte qu'on laisse le champ libre à ce mouvement rebelle de prendre le pouvoir en passant par les centaines de milliers de cadavres des Tutsis et des Hutus. Et j'ajoute que sur le territoire que contrôlait Kagame, eh bien, il y a eu un pogrom systématique des populations Hutus, de tous les intellectuels. Avant même l'attentat contre le président Habyarimana. Ah, puisque nous considérons la période du génocide, je parle de cette période. Mais c'est vrai que depuis 1991, il y a eu beaucoup d'assassinats collectifs. Et justement, il est important, cher ami, de rappeler cela, que les massacres, les pogroms dont vous parlez ont commencé avant le génocide des Tutsis, parce que le Rwanda est un petit pays, les nouvelles vont très vite, et donc ceux qui ont fui l'avance du FPR, les gens du nord du pays, ceux qui vivaient dans les zones tenues par le gouvernement de l'époque, le gouvernement de Kigali, avaient connaissance, directe ou indirecte, de ces massacres. Le problème qu'il y a, c'est que au plan juridique et surtout des conséquences de la mise en place du tribunal pénal international, malheureusement, on ne parle que de 1994, puisque, bien sûr, juste en termes de temps, c'est-à-dire les compétences temporelles du TPIR, tribunal pénal international pour le Rwanda, c'est 1er janvier à décembre, au 31 décembre 1994. Donc, c'est pourquoi souvent nous nous limitons, même pour cette période-là. Il y a on ne peut pas découper dans le nord par le FPR. Bien sûr, à Byumba, bien sûr. On ne peut pas découper. Les 3 mois du génocide des Tutsis. Oui, on ne peut pas découper l'histoire en rondelles. Il y a eu d'autres massacres, mais en ce qui concerne le rapport du clair, en fait, de toute façon, on ne parle que du génocide des Tutsis. Oui. C'est clair et net dès le départ. C'est la mission qu'ils ont. On leur a dit, ne pensez pas et ne parlez pas d'autre chose que de ce génocide, du rôle de la France par rapport à ce génocide. Ne vous occupez pas du contexte global, des autres morts. Ne vous occupez pas des massacres commis par le FPR. C'est clair et net qu'ils ont été limités dans leur mission. Et c'est là que le problème, d'ailleurs, la naïveté. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de naïveté. On pense que Paul Kagame, c'est un chef de guerre qui est venu sauver le Rwanda, qui est au pouvoir, qui est gentil. Je vais vous dire une chose. Le gouvernement français commet une erreur grave. En donnant la main à Paul Kagame, en fait, lui, il prendra le bras. La France va payer ce que j'appelle la naïveté du moment, de faire confiance à Paul Kagame. Vous le verrez dans très, très bientôt.
Là, il est en train de prendre un profil conciliant. Il dit que le rapport du clerc n'atteint pas dans la bonne direction, il l'a dit hier. Mais vous verrez bientôt que dans le rapport que va sortir la partie rwandaise, ce sera plus musclé et on va passer du stade de la repentance au stade des indemnisations. C'est l'étape suivante. On ne le sait peut-être pas, mais la France est en train de prendre des responsabilités énormes. Le seul pays, après tout, qui a pris la bonne décision au moment du génocide, le seul qui a essayé de faire des choses, mais qui en a été empêché par le Front patriotique rwandais de Paul Kagame et par les États-Unis et le Conseil de sécurité que les États-Unis dominaient en fait. Moi, j'ai été à New York, c'était effarant de voir comment les diplomates français se battaient pour faire partir la mission turquoise et comment de l'autre côté, les envoyés du Front patriotique de Paul Kagame et les diplomates américains s'y opposaient et voulaient bloquer l'envoi de cette mission humanitaire. Concernant... Et les États-Unis, on ne leur demande jamais les comptes. Et bon, il y a le gouvernement français actuel qui veut à tout prix payer pour tout le monde, payer pour le monde entier. Les erreurs du monde, c'est la France qui va les payer, avec beaucoup de gentillesse. Et c'est là le grand danger. Concernant le génocide des Tutsis, comme on l'appelle aujourd'hui, la France, on peut lui reprocher d'avoir fait trop peu, trop tard et pas assez. Et je rappellerai que ce trop peu, trop tard, pas assez, ça a été l'opération turquoise, et que les membres, le personnel qui a participé à cette opération turquoise avait les mains liées par un mandat très strict, temporel, géographique et au niveau du contenu, mandat imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on ne peut même pas qualifier l'opération turquoise d'opération française, comme on ne cesse de le dire. C'était une opération des Nations Unies. Et je rappellerai d'ailleurs que les troupes françaises n'étaient pas seules, il y avait également des troupes africaines de différents pays, Togo, Tchad et je ne me souviens plus qui encore. Pardon? Sénégal. Oui, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut effectivement reprocher à la France. Alors, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes à l'instant. Moi, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas découper l'histoire en rondelles. On ne peut pas dire, bon, on analyse ce qui s'est passé entre le 7 avril et prise de Kigali, le 6 juillet, je crois, 1994. Et durant cette période, on coupe de manière géographique en disant on ne s'intéresse qu'à ce qui s'est passé dans les zones contrôlées par le gouvernement intérimaire et on se désintéresse de tout ce qui s'est passé avant, qui pourtant a un lien direct avec ce qui s'est passé ensuite, et on se désintéresse également de ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire dans les zones conquises par le FPR durant ces 100 jours. C'est une erreur fondamentale, parce que tout est lié. Tout est lié. Et ce que je voudrais dénoncer ici, si vous me le permettez, c'est la confusion qui était entretenue à dessein ou pas, ou peut-être par ignorance tout simplement, par certains journalistes ou soi-disant experts qui créent un gros mélange dans l'esprit du public en, comment dirais-je, parce que naturellement l'élément saillant de cette tragédie rwandaise, ce sont ces 100 jours, le génocide des Tutsis. Mais ceux qui ont écouté, qui ont suivi les commentaires des soi-disant experts ou des journalistes depuis que ce rapport du clerc est sorti, je suis sûr qu'ils sont complètement confus dans leur esprit parce que on reproche à la France d'avoir entretenu des relations avec le gouvernement légal internationalement reconnu du Rwanda, à savoir
le gouvernement, le régime du président Juvenal Habyarimana, mais ce régime en question n'était pas un régime génocidaire. Le génocide est intervenu après la mort du président Habyarimana. Donc, pourquoi vouloir condamner le régime du président Habyarimana avec à l'esprit ce qui s'est passé pendant le génocide? Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, il y a un déroulé historique et que tous les événements qui se sont passés entre 1990 et 1994 sont liés et ont des conséquences. Mais on ne peut pas dire que ce régime, comme l'a dit d'ailleurs la députée dont nous parlions tout à l'heure, cette dame, Syrah, je ne me souviens plus quoi, voilà, qui a osé qualifier le régime du président Habyarimana de raciste. Mais elle dit ce qu'on lui dit de dire encore une fois à Hervé Chesville, elle est à Kigali. Je rappellerai quand même, et vous êtes mieux placé que moi pour le dire, que le président, enfin le général Habyarimana a pris le pouvoir en 1973 et qu'en faisant cela, il a probablement évité des événements très graves pour la communauté Tutsi à l'époque. Il y avait une évolution inquiétante sous le régime précédent et je pense, je n'ai pas vécu cette période-là, vous l'avez certainement vécu, je pense que les Tutsis d'une manière générale ont accueilli avec un certain soulagement l'arrivée au pouvoir d'Habyarimana à l'époque. Et que, autre détail, si je n'aime pas utiliser ce terme-là qui avait été malencontreusement utilisé dans d'autres domaines, mais le détail des cartes d'identité avec la mention ethnique n'a pas été inventé par le président Habyarimana. Ça existait déjà à l'époque belge. Donc, peut-être qu'effectivement, l'erreur, pour reprendre ce terme-là, du président Habyarimana est de ne pas avoir, dès 1973, aboli la mention ethnique sur les cartes d'identité. Mais moi, j'ai vécu dans d'autres pays d'Afrique où cette appartenance est indiquée et ce n'est pas dénoncé. Ce n'est pas dénoncé. La mention ethnique en soi n'est pas une cause qui peut expliquer les pogroms en Afrique. J'ai vécu au Burundi et j'étais là pendant le génocide des Hutus en 1972. Je peux vous dire que les Hutus se faisaient arrêter sur liste, alors que les cartes d'identité burundaises ne portaient pas la mention ethnique. Hein. Dans ces pays-là, on sait qui est qui. Lorsque le moment vient d'éliminer tel groupe, on sait qu'il faut tuer, malheureusement. Le régime Habyarimana, aujourd'hui, il n'y a pas de carte. Le régime Habyarimana a établi des quotas, je crois. Des quotas pour les admissions à l'université. Enfin, c'est ce qu'on appelle de la discrimination positive aux États-Unis ou ailleurs. Et ça ne choque personne quand ça se passe aux États-Unis. Restons dans le cadre de ce rapport du clerc. Tout à l'heure, vous avez donné des conseils aux ressortissants rwandais de France. Hein. Ils ont demandé, moi je serais, s'ils m'admettaient parmi eux, je leur dirais, avançons, fonçons. Parce qu'effectivement, si la France reconnaît des responsabilités dans ce qui est arrivé aux populations rwandaises, il est normal que la France présente ses excuses. C'est à la France, c'est aux responsables français de savoir ce qu'ils disent et quand il faut le dire. Parce que les erreurs des États-Unis de n'avoir pas reconnu le génocide pendant qu'il se passait, alors que la France criait au secours, à l'arrêt de ce génocide, et les États-Unis et le FPR de Kagame ne voulaient rien entendre. Pourquoi c'est la France qui doit présenter ses excuses? Mais puisque la France est en train de reconnaître ça, la France va porter ça pendant très, très, très longtemps. Vous verrez que d'ici peu, Kagame va revenir à sa formule. Il va bientôt brandir que la France est un pays génocidaire. Il suffira qu'on lui refuse une chose, qu'on refuse d'accéder à une de ses demandes. Ce rapport sera la preuve que la France a participé au génocide, ou en tout cas à la préparation de ce génocide, puisque même la France, y compris tous ces experts, disent oui, le président Habyarimana, c'était un président raciste qui a préparé le génocide. Eh bien,
Si la France reconnaît qu'il a été aveuglé pendant cette période, c'est un aveu de participation d'une certaine manière à la préparation de ce génocide, alors qu'il n'en est rien. Alors qu'il n'en est rien. La France a fait ce que tout pays normal, ayant signé un accord de défense, doit faire en cas d'évasion extérieure. Et même ça, c'est considéré comme une erreur. Pourquoi avoir signé l'accord de défense dès 1975? Et ce n'est pas le président Mitterrand qui l'a fait. C'est Giscard d'Estaing. C'est Giscard d'Estaing. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas une volonté idéologique de tuer du Mitterrand? Parce que nous sommes quand même 27 ans après le génocide. Pourquoi c'est Mitterrand qui est ciblé alors qu'on veut dire que Balladur, lui, il était gentil, il n'a pas voulu participer aux décisions? Non, 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 non. Le gouvernement Balladur a fonctionné normalement. J'ai travaillé avec ce gouvernement pendant la cohabitation. Il n'y a jamais eu de contradiction majeure, en tout cas exprimée, avec la politique de Mitterrand au Rwanda. C'est aussi simple que ça. L'administration a continué à fonctionner. Les fonctionnaires des ministères, c'était des gens avec la nouvelle administration qui venaient de la droite, souvent. Et ils ont continué ce qui se passait avant, à l'époque du gouvernement de gauche. Donc, mais j'ai l'impression qu'on veut, comme je l'ai dit dans un article que j'ai sorti, on veut tuer du vieux. Quelqu'un qui ne peut plus se défendre parce qu'il est mort. Voilà. Mitterrand a un avantage extraordinaire, il est mort. Il est mort, c'est un avantage. Voilà. C'est un avantage aux yeux de Macron, aux yeux de Kagame. Donc, hier, dans le débat de France 24, M. Audouin Rousseau, il a dit que Védrine ne connaissait pas le Rwanda, que même aujourd'hui, il part sur des bases de théories dépassées. Vous savez, on veut tuer Mitterrand 2 fois, la deuxième fois, mais on veut aussi tuer du Védrine, hein, parce que Védrine est la mémoire même de cette époque-là. C'est le seul aujourd'hui avec les militaires de turquoise. Parce que les militaires de turquoise, ils ont connu cette situation. Ils ont vécu au Rwanda pendant la période du génocide. Ils ont vu les Rwandais fuir. Et c'est les seuls aujourd'hui, avec Védrine et les autres, qui disent la vérité. Et on veut leur faire peur, faire pression sur eux pour qu'ils se taisent. On veut nous. La France était dans une période particulière qu'on a appelée la cohabitation à partir de 93, donc à l'époque cruciale pour le Rwanda, n'est-ce pas? Et les 2 personnes dont nous avons parlé à l'instant, Hubert Védrine d'une part et Alain Juppé d'autre part, sont 2 éléments cruciaux du puzzle politique quand on veut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda, en tout cas pour le rôle de la France au Rwanda, puisque Védrine était à l'Élysée et Juppé était aux Affaires étrangères. Donc c'était je suppose qu'ils se parlaient tous les jours, les 2, je suppose en tout cas. Je dire que moi, pendant la période de la cohabitation, j'allais souvent au Quai d'Orsay. Ce n'étaient pas nécessairement les mêmes fonctionnaires, mais la politique est restée la même. Bien sûr. Le travail que je faisais avec les prédécesseurs à l'époque socialiste et celui que j'ai fait, le suivi que j'ai fait des dossiers rwandais à l'époque du ministre Juppé, eh bien, ça n'a pas varié. C'était la même politique, c'était la France. Aujourd'hui, on veut effectivement saucissonner la France de Mitterrand et la France de Balladur ou de Juppé. Eh bien, c'est une erreur grave. Demain, on parlera de la France d'Emmanuel Macron. En France, on a eu 2, enfin même 3 périodes de cohabitation, mais 2 périodes de cohabitation brèves de 2 années chacune. La première était dirigée par Jacques Chirac. Jacques Chirac avait une bonne connaissance de la géopolitique, il s'intéressait au monde et je pense que là, il pouvait y avoir un risque de friction entre lui et le président Mitterrand puisque tous les 2 s'intéressaient à l'international. Ce risque était un peu écarté sous Balladur parce que Balladur, lui, s'intéressait essentiellement à la politique intérieure et il n'avait pas la connaissance de Jacques Chirac en matière de géopolitique. Il ne s'intéressait pas tellement, bien que né à l'étranger. Rappelons qu'il est né dans l'actuelle Turquie.
Balladur n'avait pas un intérêt immense pour la dimension internationale. Et donc, son objectif à lui, c'était les élections présidentielles de 95. Il s'est concentré sur cet agenda politique et n'avait pas un grand intérêt pour l'international. Et c'est pour ça qu'il y a eu un partage un petit peu des rôles dans ce gouvernement entre lui et Juppé. Parce que Juppé, lui, effectivement, est quelqu'un qui a une très bonne connaissance du monde, de très bonne notion de géopolitique. Et le ministre Léotard aussi, hein, qui a été... Et le ministre Léotard, qui suivait bien qui est à la défense. Du Rwanda. À la défense, oui. Et oui. surtout pendant la période de Turquoise, le ministre Léotard a été très actif, dans le bon sens du terme. Oui, absolument. Oui, oui, absolument. Effectivement, moi je me dis que la grossière erreur que peut commettre la France aujourd'hui, c'est de penser que en prenant le dossier, en s'en débarrassant sur Mitterrand, comme une patate chaude, on se grandit en politique. Ce n'est pas vrai, au contraire. Demain, ce sera le tour des dirigeants actuels d'expliquer certaines choses. La position, bien sûr. lorsque le tour viendra de démontrer que Kagame est je n'ose pas prononcer ce terme dans cette émission, mais les Rwandais disent que Kagame est un monstre. Oui. Kagame a commis des crimes innommables. Innommables. Depuis 1990, 91, 12, 13, 14, et même après, aussi bien au Rwanda qu'en RDC, Congo, Zaïre de l'époque, le président Kagame a commis des crimes de guerre. Et même au-delà, en commanditant des assassinats en Afrique du Sud et ailleurs. Et ailleurs, et ça se poursuit. Et au Kenya. En faisant des kidnappings. Le président Kagame est accusé d'avoir fait kidnapper Paul Rusesabagina. Et je pense que là, vous avez touché du doigt une des clés qui permet de mieux comprendre ce qui était en train de se passer en ce moment. Parce que je pense que Paul Kagame, du moins son régime, a tout à fait conscience que sa crédibilité et sa légitimité commencent à s'effriter dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Et que donc, il n'est pas inintéressant d'essayer de gagner du terrain du côté français pour contrebalancer un peu cette perte de crédit chez ses alliés, chez leurs alliés traditionnels. En fait, vous avez pleinement raison, et c'est ce que je voulais dire. Je crois que le président Macron est en train de sauver le soldat Kagame. Hier, pendant l'émission de France 24, quelqu'un a utilisé l'expression d'imbécile utile ou d'idiot utile, je ne me souviens plus exactement. L'idiot utile. Ben, je pense que là, avec tout le respect que j'ai pour la fonction présidentielle, je pense que le président Macron joue le rôle de l'idiot utile pour Paul Kagame et que Macron pense pouvoir manipuler Paul Kagame alors que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. Moi, je n'oserais pas utiliser ce terme pour le président de la République, évidemment, mais par contre, les experts, les spécialistes, les journalistes, eux, visiblement, ils jouent les idiots utiles de Paul Kagame parce qu'ils ne connaissent pas sa logique derrière. Paul Kagame, qu'on le sache, il est aux abois aujourd'hui. Le monde entier l'accuse de tous les crimes qu'il a commis, bien sûr, mais aussi des crimes qui n'étaient pas connus de nous, y compris par des journaux américains qui mettent le doigt là où il faut, en fait. Et donc, le président Kagame étant affaibli de ce côté-là, chez ses anciens alliés, enfin, ses alliés actuels encore, mais qui sont ils sont plus ouverts à la notion de respect des droits de l'homme. On a l'impression aujourd'hui que les autorités françaises se soucient très peu de la vie du peuple rwandais. Avez-vous vu lorsqu'il y a des enlèvements, lorsqu'il y a des assassinats, on n'entend pas la voix de la France. Absolument, absolument. Et lorsque le jeune Kizito Mihigo a été assassiné l'année dernière, et beaucoup d'autres qui ont suivi, lorsqu'il y a eu le kidnapping de Paul Rusesabagina à Dubaï, et beaucoup d'autres événements, les assassinats qui se font aujourd'hui, eh bien, toute la communauté internationale dit quelque chose, condamne. La seule voix qu'on n'entend pas, c'est celle de la France. Et on se demande vraiment ce qui se passe.
Pourtant, la France intervient sur des dossiers concernant d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie. La Turquie. Franchement, condamner Poutine pour avoir essayé d'assassiner un opposant, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais lorsque vous condamnez cette action de la Russie, en oubliant de parler du kidnapping de Paul Rusesabagina, en oubliant de parler, de dénoncer l'assassinat de Kizito Mihigo, en oubliant toutes ces disparitions que l'on constate aujourd'hui, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre le Rwanda et les autorités françaises actuelles? Lorsqu'on lit les rapports des ONG, les ONG de défense des droits de l'homme, eh bien, ces rapports sont repris derrière par des rapports du gouvernement américain officiel, du gouvernement britannique, d'Amnesty International, mais le seul pays qui n'en parle pas, c'est la France. Comme si vraiment on se souciait très peu. Est-ce que vous avez lu les tweets de l'administration américaine concernant les célébrations du génocide rwandais? Je les ai trouvés très révélateurs. Et si ces mots qui sont contenus dans ces tweets avaient été utilisés par un Rwandais au Rwanda, eh bien, il ou elle aurait été immédiatement arrêté et aurait même disparu. Ou par la France, ou prononcé par la France. Oui, puisque ces tweets rendent hommage à la mémoire de toutes les victimes. C'est exactement le contenu de la chanson du malheureux Kizito Mihigo. Donc là, on assiste à une évolution très nette, très remarquable du langage de l'administration américaine. D'après vous, c'est dû à quoi cet aveuglement? Parce que là, il y a vraiment aveuglement, on devient aveugle, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, il y a des choses qu'on ne veut pas écouter. Non seulement on est aveugle, mais aussi on est malentendant devant tout ce que peut faire Kagame. Circuler, il n'y a rien à voir. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Comme je l'ai dit dans une précédente émission avec vous, il faut rappeler l'âge du capitaine. Ouais. Emmanuel Macron est un jeune homme. Il avait 17 ans ou 16 ans, je ne sais pas, à l'époque du génocide. Donc la connaissance qu'il a du déroulement des événements au Rwanda est certainement relativement limitée. Je pense qu'il y a aussi le poids des lobbies. On parle de gens de son entourage, vous avez mentionné certains noms tout à l'heure, qui s'activent. On a entendu cet historien hier qui a osé dire qu'il avait supplié le président Macron d'aller demander pardon à Kigali. Il y a donc le poids des lobbies, le poids d'une certaine intelligentsia. Je pense que Macron en a peur et qu'il pense naïvement que en faisant ce qu'on lui demande de faire, à savoir de reconnaître des torts, éventuellement de demander pardon, il pense que ça permettra de renouer avec ce pays et de jouer à nouveau un rôle dans cette région des Grands Lacs. Mais là, je pense qu'il se trompe complètement pour les raisons que nous venons tous les deux d'évoquer, à savoir que la crédibilité de ce régime en place à Kigali est entamée mondialement et que c'est une question de temps. Nul n'est éternel. Je rappelle toujours cela. Le régime de Franco a duré 30 ans, moins de 40 ans en tout cas. Le régime d'Hitler n'a duré que 12 ans. Celui de Staline a duré 30 ans. C'est une question de temps. Là, nous en sommes à 27 ans, je crois, de régime Kagame. Je pense que ce régime est plus proche de la fin que du début. Alors, sur l'âge du président de la République, je vais peut-être diverger de vous parce que la jeunesse ou l'âge, tout simplement, n'explique pas l'aveuglement. Parce que parmi les personnalités aujourd'hui qui sont les plus à l'écoute de Paul Kagame, il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de gens de 60 ans, 70 ans et autres. Hein. Je me demande s'il n'y a pas d'autres raisons, des raisons économiques. Bien sûr. Tout à fait. Tout simplement de stratégie régionale, vous venez de le dire.
bien sûr. Mais On va à nouveau reparler des richesses de l'Est du Congo, c'est évident. tout à fait, tout à fait. Mais il y a aussi un questionnement quand même de ma part, hein, parce que je veux bien qu'on parle du passé. Mais est-ce que le gouvernement français ne devrait pas se poser des questions sur son attitude actuelle? Je donne un exemple. Nous savons tous qu'il y a eu des massacres de très très grande ampleur que le rapport Mapping a qualifié de possible génocide. En août 2010, en fait, ce rapport parlait de génocide commis au Congo. Et puis, sous la pression rwandaise et américaine et autres, eh bien, la commission des Nations Unies pour les droits de l'homme a dû changer de vocabulaire. Elle a dit que oui, c'est vrai que ce serait un génocide si ce rapport était examiné par le Conseil de sécurité et si les conclusions faisaient l'objet de poursuites judiciaires. Très bien. On sait que toutes les organisations des droits de l'homme de la région des Grands Lacs, rwandaises, congolaises et autres, ont toujours demandé qu'il y ait des poursuites et qu'on mette en place le fameux tribunal international justement pour poursuivre les auteurs de ces crimes contre l'humanité et de ces crimes éventuels de génocide et crimes de guerre commis au Congo entre 1993 et 2003. Tous les pays ont soutenu cette idée. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, est venu à Paris. Il a été à la mairie de Paris où il a donné une conférence avec la maire de Paris, qui, comme vous le savez, est quand même assez proche du gouvernement rwandais, c'est Paul Kagame. Ce qui m'étonne aussi, c'est que le gouvernement français ne s'est jamais officiellement prononcé en faveur de l'action du docteur Mukwege. Oui, il y a eu quelques bribes de mentions, mais il n'y a pas de soutien clair. Je veux bien que moi, on ne m'écoute pas, moi et ma petite organisation, et les petites organisations rwandaises qui demandent que ce soit le cas, mais tout de même, qu'est-ce qui empêche le gouvernement français de s'exprimer publiquement et officiellement pour soutenir, pour apporter son soutien à l'initiative Mukwege? Est-ce que la France ne veut pas que justice se fasse? Et ne veut pas que Connaissez-vous accèdent à la justice et que les auteurs de ces crimes innommables soient poursuivis? Connaissez-vous le vieil adage français chat échaudé craint l'eau, même quand elle est froide? Et donc, là, c'est tout à fait ce cas de figure. Je pense que le chat échaudé, c'est la France. La France a été tellement attaquée, salie depuis 25 ans en ce qui concerne le Rwanda, qu'aujourd'hui, elle ne veut pas être en première ligne, très certainement. Enfin, quand je dis elle, c'est les dirigeants actuels. Ils ne veulent pas être en première ligne pour mettre en cause le régime actuel au Rwanda. Oui, mais elle sera mise en première ligne parce qu'elle s'est abstenue de le faire. Absolument, vous avez entièrement raison. On va lui demander des comptes, c'est évident. Aujourd'hui, on lui reproche de n'avoir rien fait pour aider les populations de la région des Grands Lacs pour accéder à la justice. Parce qu'il y a eu des morts congolaises et plus de 300 000 morts réfugiés rwandais assassinés par le FPR. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache. La France demain pourra être accusée de n'avoir rien fait. Je vais encore comparer, peut-être avec des situations pas comparables, mais je vais à nouveau parler de la Tunisie. En 2010, jusque dans les dernières semaines du régime Ben Ali, la France a soutenu le président Ben Ali. La ministre des Affaires étrangères de l'époque, ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie, s'est même rendu très célèbre pour avoir dit à l'Assemblée nationale que la France allait étudier la fourniture de matériel non létal, je crois, pour la police tunisienne, afin de mieux réprimer les manifestations sans causer trop de morts. En gros, c'était ça ce qu'elle voulait dire. Ça avait suscité un tollé à l'époque, ça avait suscité un tollé. 2 semaines, 3 semaines après ces malheureux propos, le régime Ben Ali a été balayé par le vent de l'histoire, tout simplement, par la révolution de Jasmin, et un nouveau régime s'est mis en place. Donc, il est certain que des gens comme Jacques Chirac, qui avait une grande amitié pour Ben Ali, comme Madame Alliot-Marie, ont eu à s'expliquer sur ce soutien
jusqu'au bout pour ce régime qui était largement discrédité. Et je rappelle malgré tout que le président Ben Ali, qui a présidé un régime corrompu, n'était pas un criminel de masse, lui. Effectivement, on peut lui reprocher des cas de torture dans des commissariats de police, on peut lui reprocher des arrestations arbitraires, on peut lui reprocher des morts lors de manifestations qui ont mal tourné, mais rien à voir avec la dimension des crimes de Paul Kagame. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas le, il ne joue pas sur le même ring, hein. Paul Kagame est un criminel qui n'a pas d'égal dans le monde aujourd'hui. Absolument, absolument. Et absolument. moi, ce que je peux dire quand même à ceux qui suivront cette émission et en particulier aux dirigeants de ce pays, eh bien, c'est qu'on sache que l'histoire n'est pas figée. Demain, Paul Kagame ne sera plus au pouvoir. Et de toute façon, aujourd'hui, les Rwandais qui sont à Kigali et surtout le peuple, les gens qui nous envoient des messages disent « Mais qu'est devenue la France ?» On pense faire plaisir à Paul Kagame et à ce régime, mais en fait, on est en train, le gouvernement français est en train de commettre une injustice condamnable demain à l'égard du peuple rwandais qui veut que les comptes soient bien faits, bien sûr, mais pour tout le monde, qui veulent que la justice touche tout le monde. Paul Kagame a massacré des centaines de milliers de Rwandais, aussi bien au Rwanda qu'au Congo, et il continue à commettre des crimes au Rwanda, des atrocités innommables. Donc, il faut que l'on sache que les intérêts économiques de tel groupe d'affaires ou de je ne sais comment, l'installation de certaines entreprises françaises au Rwanda, ça va peut-être rapporter quelques millions à la France, mais ça n'effacera pas les erreurs ou les fautes aujourd'hui que demain on va juger comme. Kagame est content qu'on le soutienne, mais les Rwandais considèrent que le gouvernement français est en train d'apporter son soutien dans tout ce que Kagame fait. Parce que c'est avec ce genre de soutien, c'est avec ce soutien qu'il va durer plus longtemps au pouvoir, alors que les jours s'annonçaient plutôt noirs pour ce régime. J'ai vécu au Malawi. Je suis arrivé au Malawi en 1990, à l'époque où le pays était sous une chape de plomb d'une dictature absolue, la dictature de Hastings Kamuzu Banda, le père de l'indépendance, qui gérait le pays comme sa propriété privée. Il y avait un parti unique. Tout se faisait, par exemple, les écoliers ne pouvaient pas aller à l'école s'ils n'avaient pas la carte du parti. Les femmes enceintes ne pouvaient pas aller à l'hôpital si elles n'avaient pas la carte du parti. On ne pouvait pas rentrer au marché sans présenter la carte du parti aux jeunes pionniers qui gardaient l'entrée du marché. Donc, il y avait une véritable chape de plomb. À l'époque, je ne pouvais pas discuter, bien sûr, de politique. Et je faisais toujours très attention avec mes collègues malaviens. Je travaillais pour le PAM à l'époque. Le seul sujet dont on pouvait discuter à peu près, c'était peut-être la météo. On pouvait parler de la pluie, du beau temps, mais tout autre sujet était risqué parce que tout était immédiatement rapporté. Le pays était quadrillé. Eh bien, j'ai vécu l'effritement de ce régime. Et finalement, ce régime a été emporté par le vent de l'histoire. Et je peux vous dire une chose, c'est que je ne reconnaissais pas les Malaviens lorsque le régime a commencé à s'effriter. Ces gens qui avaient peur de tout, qui n'osaient pas prendre la moindre initiative, qui savaient qu'ils pouvaient disparaître d'un moment à l'autre, eh bien ces gens, tout d'un coup, se sont mis à parler. Et ils sont devenus intarissables. Des journaux ont fleuri, qui relataient tous les jours, qui faisaient leurs manchettes sur les horreurs du régime. Et donc, le jour où les vannes vont s'ouvrir au Rwanda, le jour où Kagame décédera, ou le jour où il sera renversé, il va se passer exactement le même processus qu'au Malawi. Les gens vont parler, les gens vont témoigner. Et là, effectivement, tous ceux qui auront soutenu ce régime meurtrier, eh bien, tout cela, Rwandais ou étrangers ou Français, auront à s'expliquer. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ça n'attendra pas la fin du régime de Kagame parce que j'écoute beaucoup dans les commentaires des Rwandais, que ce soit ceux du pays ou de la diaspora, beaucoup commencent à se demander à quel jeu se livre la France en fait. Pourquoi la France
soutient Kagame, qui est un criminel reconnu internationalement comme tel. Un professeur chercheur belge a dit que c'était le plus grand criminel encore au pouvoir aujourd'hui, et il a raison. Absolument, absolument. Et les Rwandais d'aujourd'hui ont un grand avantage par rapport aux Malaviens de 1992-93 dont je parlais à l'instant, c'est qu'aujourd'hui il y a l'Internet. Le Rwanda, même s'il est sous une chape de plomb, eh bien malgré tout, ce n'est pas une île au milieu du Pacifique et il est relié au reste du monde. Et moi, comme vous, je reçois tous les jours des propos de Rwandais du Rwanda, des propos que je n'oserais même pas tenir moi-même au sujet de ce régime et que les Malaviens dont je parlais tout à l'heure n'auraient jamais osé tenir. Donc, effectivement, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux, eh bien, on a vu cette dame Yvonne, la manière dont elle s'en est pris avec des propos que, encore une fois, que je n'aurais pas osé tenir moi-même, alors que je suis à l'abri. Eh bien, elle n'a pas hésité à parler sur YouTube. Elle l'a payé très cher et elle le paye toujours très cher, malheureusement. Donc, effectivement, les vannes vont s'ouvrir, et ça va être un déferlement. Alors, il y a un autre aspect dont le président Macron et son gouvernement devraient tenir compte. C'est celui de l'immixtion inacceptable dans la cohabitation entre les Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui, il semble que le gouvernement français considère la communauté Hutu, que ce soit celle du Rwanda ou celle de France, comme des moins que rien, des gens sans importance qu'on peut massacrer comme on veut, que Kagame peut massacrer, interdire de mémoire, empêcher de recourir à la justice de leur pays pour les crimes qui ont été commis sur leurs membres de famille. On dirait que la France s'en fout. Je vais vous faire une confidence. Depuis que je m'intéresse au Rwanda et au Burundi, depuis que j'ai vécu, depuis le premier jour de mes séjours au Rwanda ou au Burundi, je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais, écoutez-moi bien, je n'ai jamais demandé à mes interlocuteurs s'ils étaient Hutus ou Tutsis. Je m'y refuse. Justement, ce problème a fait tellement de mal à ces deux pays que ce n'est pas à nous, étrangers, à l'alimenter. Pour moi, j'avais affaire au Burundi à des Burundais, j'avais affaire au Rwanda à des Rwandais. Les personnes avec qui je communique quotidiennement au Rwanda, je ne leur ai jamais demandé s'ils étaient Hutus ou Tutsis. Je m'en fiche complètement. Vous n'allez pas vous y retrouver, hein, même si je peux vous dire que exactement. Je suis Moutois, vous allez l'accepter, vous ne saurez pas. Et puis, de toute façon, la plupart des Burundais, la plupart des Rwandais ont des origines mixtes, et puis, ou alors on retombe dans les stéréotypes profondément racistes qui disent, oui, voilà, les grands minces au grand nez, ce sont des Tutsis, et les petits trapus, ce sont des Hutus, ce qui est complètement stupide. Ça ne pose pas vous êtes un privé, Hervé Chesville, vous êtes un particulier privé, ce n'est pas votre souci, on ne va pas vous demander des comptes. Mais lorsqu'un gouvernement, comme actuellement en France, autorise les seuls ressortissants de l'ethnie Tutsi, qu'ils soient déjà français ou encore rwandais vivant en France, que ce soit les seuls à pouvoir s'exprimer, à pouvoir exercer leurs droits de mémoire, c'est là le problème. Bien sûr. Vous savez, il y a eu un arrêté, je pense qu'il date de mai 2019 ou 2018, je ne sais plus très bien, que j'ai, moi, applaudi des deux mains. Le seul souci, c'est que cet arrêté marquant la journée du 7 avril de chaque année comme journée de commémoration du génocide des Tutsis, moi, ce que je n'ai pas accepté, c'est qu'on mette commémoration du génocide des Tutsis. On aurait dû respecter le principe d'égalité des Français et des ressortissants vivant en France. Pourquoi des seuls? Il y a eu des morts chez les Hutus. Il y a eu des crimes innommables contre le groupe Hutu. Donc, bien sûr. La maire de Paris dont vous parliez tout à l'heure, a inauguré un square qui porte cette indication en mémoire
du million de Tutsis massacrés parce qu'ils étaient Tutsis. C'est une erreur, D'abord, c'est une erreur parce que on confond en fait le génocide contre les Juifs avec le Oui, génocide qui mais s'est bien passé sûr, au Rwanda contre les Tutsis. Le Rwanda, les Tutsis sont des Rwandais, les Hutus sont des Rwandais. Il y a eu des Hutus qui mais bien ont sûr, participé à ce génocide, mais il y a aussi des Tutsis qui ont massacré des Hutus. Euh, absolument. je parle du FPR, hein, je ne parle pas de la population Tutsi. Hein. D'ailleurs, le FPR se drape souvent sous la couverture des Tutsis, alors que le FPR n'est pas un groupe Et représentatif de l'ethnie Tutsi. le dictateur des Interamwe Voilà. n'était-il pas un Tutsi? Celui qui a été fusillé au lendemain de la victoire du FPR, même si aujourd'hui on Les prétend que… Interahamwe étaient Tutsis, il y avait beaucoup d'Interahamwe Mais bien Tutsis, sûr, hein, nous le mais connaissons. bien sûr, Et puis le président du FPR lui-même, c'était un Hutu. exactement. Lorsqu'on parle des victimes, oui, il y avait presque uniformité, c'était soit des Tutsis qui étaient visés, soit des Hutus de l'autre côté, mais au niveau des tueurs, des auteurs de ces crimes-là, eh bien, on ne peut pas dire que c'est les Tutsis qui ont commis le génocide contre les Hutus ou vice-versa. Parce que dans les deux groupes, il y avait un mix de composantes qui font que, en définitive, on va pas dire que c'est les Hutus qui ont commis. D'abord, ce n'est pas tous les Hutus. Et du côté du Absolument, FPR, Kagame ne représente pas tous les Tutsis. Ça, il faut qu'on le dise. absolument, Mais absolument. en revenant sur la responsabilité de la France dans tout ça, on a souvent reproché à la Belgique d'avoir alimenté les divisions au Rwanda pendant la période de tutelle. On a reproché à la Belgique d'avoir fait ça après, qu'elle a retiré ses troupes au moment où le génocide battait son plein. Il ne faudrait pas que demain on reproche à la France d'avoir discriminé sur le territoire de la France, d'avoir pratiqué une forme d'apartheid mémoriel. Il faut qu'on laisse aussi. Absolument. Les Hutus ont le droit d'évoquer les morts de leur groupe, puisqu'on a communautarisé la mémoire, hein, alors que normalement la mémoire n'appartient à personne. Le génocide des Tutsis, c'est l'affaire de tous les Rwandais. Il faudrait que tous les Mais Rwandais bien sûr, commémorent ça. Or, nous, on n'a pas, par exemple, eh bien, on n'a pas le droit d'organiser des commémorations pour les victimes Tutsis. Et encore moins d'organiser une commémoration ou un hommage sur le territoire français pour parler des morts Hutus. Heureusement, aujourd'hui, on le fait en virtuel, hein, grâce à Zoom. Mais je pense que le gouvernement français devrait prendre la bonne mesure sur cette question et autoriser toutes les communautés rwandaises qui ont tant souffert et des gens qui connaissent en réalité la situation même et le positionnement de la France pendant cette période-là. Il faudrait que tous les Rwandais soient considérés au même pied d'égalité. Ça, c'est une exigence et c'est une demande que nous ferons, nous, Rwandais de France et d'ailleurs. Nous nous apprêtons à envoyer un courrier au président Macron, d'ailleurs, en demandant que le gouvernement français reconsidère quelque peu la position ou sa position sur la tragédie rwandaise, sur le génocide des Tutsis, sur les massacres commis contre les Hutus au Rwanda et au Congo, que nous, certains d'entre nous, appelons le génocide des Hutus. Il faut vraiment que le gouvernement français accepte de faire un examen de conscience et peut-être de se dire que sa position n'est pas nécessairement la plus juste, ni la meilleure. je voudrais relire une phrase de mon livre qui figure sur la 4e de couverture, très courte. Lorsque les Tutsis pleureront aussi les victimes Hutus et que les Hutus dénonceront les crimes commis en leur nom contre les Tutsis, alors oui, il sera possible de parler de réconciliation. Une réconciliation qui permettra de construire un Rwanda nouveau où tous les Tutsis et tous les Hutus auraient le sentiment d'être des citoyens égaux appartenant à une seule et même nation. Alors là aussi, il y a peut-être un bout de phrase à ajouter, Hervé. Vous dites, lorsque les Tutsis feront quoi? Je n'ai pas bien compris. Lorsque les Tutsis pleureront aussi les victimes Hutus et que les Hutus dénonceront les crimes commis en leur nom contre les Tutsis. Mais vous n'avez pas dit, lorsque les Tutsis dénonceront les crimes commis en leur nom contre les Hutus.
Bon, je suis très attaché à, comment dirais-je, à une certaine correction dans la langue française, donc je Oui. n'aime pas les répétitions. C'est pourquoi je Non, n'ai pas mais là, utilisé les mêmes verbes, c'est j'ai une pas utilisé le même nuance verbe là, deux qui fois de vaut son suite. pesant d'or, hein. Ça vaut son pesant d'or. J'aurais pu inverser et dire lorsque les Tutsis dénonceront les crimes commis en leur nom contre les Hutus et lorsque les Hutus pleureront aussi les victimes Tutsis, j'aurais pu le dire aussi, hein, mais Non, c'est simplement les par Hutus correction pleurent, les Hutus pleurent. grammaticale que je n'ai pas voulu utiliser le même verbe Les dans les Hutus deux cas de figure. pleurent, hein. Les Hutus pleurent les victimes Tutsis et ils ont le droit de le faire, mais ils n'ont pas le droit de pleurer les victimes Hutus. C'est ça la différence. Bien sûr, Mais c'est un là, vous apartheid avez mémoriel. totalement raison, hein. Maintenant, on peut habiller ça comme on veut, mais c'est vrai que l'empathie n'est pas la chose la plus courante au Rwanda. Et c'est la même chose dans tous les conflits. C'est pareil en Israël-Palestine. Lorsque les Palestiniens déploreront les morts des Juifs tués par des Palestiniens et lorsque les Israéliens prendront le deuil pour des enfants palestiniens tués par des forces de maintien de l'ordre israéliennes, alors là, oui, ça sera les bases d'un possible dialogue et d'une possible entente entre les deux peuples. Et là-bas, c'est encore plus compliqué qu'au Rwanda, parce qu'au moins au Rwanda, comme vous l'avez signalé, les Hutus et les Tutsis sont tous les deux des Rwandais à part entière, Ah, tout à fait. qui appartiennent C'est au ça même la grande pays. différence, en fait. Bien C'est sûr, ça la bien grande sûr. différence. Le souci, c'est que tout ça aussi doit s'exprimer en termes de droit. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? C'est ça aussi. Au Rwanda, ce droit n'existe Exactement. pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas le faire. C'est parce que Et ce droit n'existe pas. vous avez certainement remarqué d'ailleurs une évolution dans le langage, parce que, nous célébrons là le 27e anniversaire, mais au début, on parlait toujours, quand on parlait du génocide, on disait que ce génocide avait visé les Tutsis et les Hutus modérés. Bon, moi personnellement, j'ai toujours contesté cette expression de Hutu modéré, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on peut être un Corse modéré, un Normand modéré? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça déjà, moi je n'aimais pas cette expression. Mais aujourd'hui, c'est encore pire, parce que les Hutus modérés sont passés aux oubliettes. Maintenant, on ne parle plus que du génocide des Tutsis. Point On leur a final. réservé, on me dit qu'ils ont leur jour. Ils ont leur journée de commémoration, ce qui est déjà très grave. C'est vraiment l'apartheid à ciel ouvert. L'apartheid, exactement. Tout à fait. Des gens qui sont morts le même jour, dans les mêmes circonstances, mais parce qu'ils n'étaient pas de la même ethnie, on ne peut pas les commémorer en même temps. Ce qui est quand même grave. C'est de l'apartheid, hein, c'est de l'apartheid. Absolument, absolument. Croisons les doigts, pensons et travaillons pour que cela s'améliore, pour que la vérité finisse par passer, et surtout pour que les Rwandais de toutes ethnies puissent se réconcilier et développer cette empathie que j'appelle toujours de mes voeux. Parce que sans empathie, comme vous le dites dans votre citation, hein, si les Hutus ne se mettent pas à la place des victimes Tutsis pour comprendre la douleur de leur famille, et si les Tutsis ne se mettent pas à la place des familles Hutus dont les parents, les enfants, les grands-parents ont été massacrés par le FPR, eh bien, il n'y aura jamais de réconciliation. J'ajoute souvent que le sang de toutes les victimes seul pourra nous réconcilier. Le sang, les larmes de nos familles, Hutu, toi, Tutsi, le sang des victimes, ces deux éléments, si vous les mettez ensemble, eh bien, pourraient nous aider à nous réconcilier dans la vérité, parce qu'autrement, nous serons toujours victimes des mensonges de nos dirigeants, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il faut savoir quand même que même si le terme modéré n'a pas de significance réelle, hein, significance en anglais, mais ça veut dire quand même qu'il y avait des durs. Là, ils veulent dire les Hutus qui ne voulaient pas, qui n'en voulaient pas. Je comprends bien. Par opposition à extrémistes, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'en disant les Hutus modérés, on sous-entend que tous les autres Hutus sont des extrémistes. Exactement.
exactement. Et puis alors maintenant, moi j'ai une pensée particulière pour les Rwandais qui ont été victimes des deux bourreaux. Le cas de Kizito est emblématique, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont vu une partie de leur famille massacrée par les Interamwe et qui aujourd'hui ont des enfants qui sont arrêtés arbitrairement, voire assassinés par le régime de Paul Kagame. Donc ça, c'est vraiment le... Vous pensez aux rescapés Tutsis? Je pense aux rescapés Tutsis qui aujourd'hui sont victimes de l'ire du régime. Il faut penser aussi à cette autre catégorie à laquelle j'appartiens, je le revendique. Eh bien, pendant le génocide des Tutsis, ils ont été frappés parce qu'un de leurs parents était Tutsi. Mais le FPR, en arrivant ou pendant la guerre, a tué une autre partie de leur famille parce qu'ils étaient Hutus. Voilà, donc, voilà, absolument. C'est des gens qu'il faut aussi écouter. Bien sûr, bien sûr. Il y a des salauds parmi eux, comme disait l'autre. Ceux qui ne veulent pas entendre la voix d'une partie de leur famille, ça, c'est des parricides. Je ne vois pas comment quelqu'un peut supporter qu'on ait massacré sa maman ou son papa, et que parce que le régime en place est de tel autre groupe, qu'on oublie une partie de sa famille et une partie des Rwandais. Non. Moi, je pense que ces gens-là, s'ils le pouvaient, pourraient être le catalyseur d'un processus de réconciliation qui mettrait les Hutus et les Tutsis sur la même balance en termes de considération, en termes de droits, en termes de possibilités de réconciliation d'ailleurs. Ça devrait être un objectif. Je pense que tous les Rwandais devraient se donner pour un avenir meilleur. On va peut-être finir sur cette note, Hervé. Je vais vous laisser donner vos avis et considérations sur le processus actuel. Où va la diplomatie française? Bon, très, très sincèrement et très brièvement, moi j'ai l'impression depuis quelques jours, quelques mois peut-être, d'assister à une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre où le rôle de chacun a été défini, où chacun a appris son rôle par cœur. La pièce de théâtre a été bien planifiée, bien mise en scène. Et là, on assiste à une succession d'événements. Bon, ça a commencé avec la nomination. Je dis toujours nomination et pas élection. Ça, c'est encore une des bêtises de France 24 hier, qui a parlé d'élection de Louise Mushikiwabo, alors qu'elle n'a pas été élue, elle n'a jamais été élue. Elle a été nommée et sa nomination a été validée par un consensus de chefs d'État, mais ce n'était certainement pas une élection. Donc, on a eu cet élément-là qui a été suivi par d'autres. Là, nous avons la remise du rapport du clerc, les propos du président Macron qui ont suivi cette remise de rapport, auxquels ont répondu les propos du président Kagame hier à Kigali. Nous allons avoir dans quelques jours la publication du rapport présenté au président Paul Kagame. Nous aurons au mois de mai, Covid voulant, la visite de Emmanuel Macron au Rwanda. Donc, on a l'impression que c'est une pièce de théâtre, que chacun, depuis longtemps, s'est mis d'accord avec l'autre sur ce qu'il allait dire, sur ce qu'il allait faire, et que chaque jour apporte donc un élément, mais un élément qui découle de l'élément de la veille. C'est un peu ce sentiment que j'ai. Nous assistons à une pièce de théâtre élaborée entre l'Élysée et les services de la présidence rwandaise. Nous ne contrôlons rien, le peuple, ça passe au-dessus de la tête des Français, ça passe au-dessus de la tête des Rwandais, tout est joué d'avance. La pression s'accroît, l'intervention subite de certains lobbies. Tout à l'heure, on a parlé du groupe de la communauté rwandaise de France, qui se définissent comme des rescapés du génocide des Tutsis, qui demandent au président Macron de demander pardon à cette communauté et au Rwanda en général. Entre-temps, vous ne lisez peut-être pas les journaux qui au Rwanda, c'est le discours actuel, quoi. Il faut que la France aille jusqu'au bout.
Nous sommes restés sur notre faim. Après tout, il y a ceci et cela. Alors, j'ai oublié un élément que beaucoup de Français ne connaissent pas. Je l'ai suivi à la télévision rwandaise. J'ai entendu de la bouche même de celui que tout le monde connaît dans notre pays pour être le grand propagandiste du régime de Paul Kagame, un certain Tom Ndahiro, qui a raconté qu'il avait été reçu par la commission Duclerc et que M. Duclerc lui avait promis qu'il arriverait à la conclusion qu'il nous a présentée il y a quelques jours. Tom Ndahiro, c'est l'auteur de la fameuse liste des plus de 2500 négationnistes du monde. C'est une liste qui sort régulièrement chaque fois que j'interviens ou que je dénonce les crimes de Paul Kagame. Je suppose que mon nom c'est celui qui a toujours accusé la France d'être un pays génocidaire. Eh bien, il a été reçu par la commission Duclerc. Il a eu des débats et des échanges avec la commission Duclerc. Je précise que ce monsieur n'était pas au Rwanda pendant le génocide, il faisait partie des cadres du FPR. Il a vécu toute sa vie pratiquement en Tanzanie, sauf sa jeunesse, probablement. Il n'a pas été au contact avec le génocide. Lui-même n'est pas un rescapé du génocide. Il est venu comme officiel rwandais, conseiller en communication du président Kagame, et il a été reçu par la commission. Eh bien, au même moment, moi qui étais ambassadeur du Rwanda en France, pendant toute la période de la guerre, de 90 à 94, j'ai demandé avec beaucoup d'insistance à la commission Duclerc de me recevoir, d'être auditionné éventuellement. J'ai même suggéré que je mette à leur disposition des archives personnelles. Eh bien, on n'a jamais voulu me recevoir. Voilà comment on oriente un rapport à l'avance. Est-ce que vraiment il est normal que le conseiller de Paul Kagame en matière de communication vienne pour se faire recevoir par la commission Duclerc? Est-ce qu'il est normal qu'il soit reçu d'abord pour les influencer? Et il l'a dit sans embâche que le président Duclerc lui a promis de sortir un rapport qui donne satisfaction au régime rwandais. Pas moi qui le dis, c'est Tom Ndahiro lui-même dans une émission à la télévision rwandaise. Il faut que cela aussi soit connu, à la fois par mes compatriotes qui ne savent pas, qui ne regardent pas nécessairement tout, et aussi, surtout par les Français qui s'intéressent aux conclusions de ce rapport Duclerc. Ce n'est pas normal que Tom Ndahiro soit reçu en France par cette commission qui se voulait être neutre et qui ne voulait pas disposer des archives qu'on voulait mettre à sa disposition, mais qui a reçu quand même Tom Ndahiro. Et je tenais à le dire, et c'est un questionnement sur le sens et même l'objectivité de ce rapport. Si vous avez encore un mot de fin de notre émission. Oui, c'est un mot qui s'impose dans cette période, puisque le génocide et les événements épouvantables de cette période sont commémorés à Kigali, mais nous portons tous cela dans notre cœur. Et donc, si des Rwandais nous regardent depuis le Rwanda, je l'espère, je tiens à exprimer à ces Rwandais et également à ceux de la diaspora, bien sûr, qui ont perdu des êtres chers pendant cette période. Quelle que soit leur origine et quelle que soit l'identité de leur bourreau, je tiens à leur exprimer toute ma sympathie, leur dire que même si je ne suis pas rwandais, moi aussi, pendant cette période, je porte une partie infime du deuil de la nation rwandaise dans son ensemble et que leur peine, je la partage et leur désir d'honorer leurs disparus, leurs chers disparus et de perpétuer leur mémoire, je la soutiens, je soutiens ce désir et donc je m'associe de tout cœur à toutes ces veuves, tous ces parents qui ont perdu des enfants, tous ces enfants qui ont perdu leurs parents. Je suis de tout cœur avec eux. Voilà ce que je veux leur dire en cette période de commémoration. Je vous remercie pour ces paroles de solidarité à l'égard de notre peuple.
Je voudrais aussi m'associer en fait à ces hommages, hein, parce que nous oublions parfois que tout a commencé par l'attentat du 6 avril au soir, l'attentat qui a provoqué la mort du président de la République, qui était accompagné du chef de l'État burundais, Cyprien Ntaryamira, accompagné de délégations. Ils étaient tous morts dans cet attentat. Et parmi les victimes, il y avait 3 Français, le pilote, le copilote et le mécanicien avion. Eh bien, nous devons rendre hommage à toutes ces victimes et nous soutenons leurs familles, les familles françaises des victimes de l'attentat et beaucoup les familles des victimes rwandaises des massacres qui ont suivi cet attentat. Nous avons organisé le 6 avril au soir sur notre application Zoom, nous avons organisé une cérémonie de commémoration très poignante. Il y avait beaucoup de monde, hein, une quarantaine de familles ont suivi cette émission, cette commémoration. Et bien sûr, nous avons rendu hommage à toutes ces victimes dont je viens de faire mention, aussi bien les victimes françaises, rwandaises, espagnoles, croates et d'autres nationalités, parce qu'au Rwanda, il n'y a pas eu que des Rwandais morts. Les Rwandais assassinés, eh bien, il y a eu aussi beaucoup d'étrangers tués par tel ou tel belligérant. Même un Cambodgien, un volontaire des Nations Unies cambodgien. Figurez-vous, donc si un Cambodgien est mort au Rwanda, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est vraiment que il était lui-même sans doute un rescapé du génocide Khmer Rouge et il a été massacré au Rwanda. Cela est arrivé malheureusement dans notre pays et nous devons en avoir conscience. Et les gouvernements étrangers, en particulier celui le gouvernement français et le président Macron en tête, doivent savoir tout cela et savoir qu'il n'y a pas eu, que les paroles de Kagame, ce n'est pas les paroles des rescapés. Kagame ne parle pas et ne doit pas, ne peut pas, nous ne pouvons pas le laisser parler au nom des rescapés parce qu'il n'est pas rescapé. Il est un des prédateurs de notre peuple, c'est un de ceux qui ont provoqué cet hécatombe, cet apocalypse. Sur ce, je remercie tous ceux qui ont suivi cette émission, cet échange, cet entretien. Hervé Chesville, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette soirée d'échange. Hein, et vraiment, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous nos compatriotes qui ont bien voulu ou qui verront cette émission sur notre chaîne YouTube. Et nous attendons vos observations ou éventuellement la participation à des débats comme celui-ci. Merci pour votre invitation. Je ne peux pas dire que ça a été un plaisir parce que ces journées sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez poignantes. Et nous ne parlons pas d'un sujet anodin quand on parle du génocide. Mais en tout cas, j'ai accepté votre invitation de grand cœur. Je vous remercie beaucoup et une fois encore, à la prochaine fois. À la prochaine. Merci, au revoir. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?